Les titres, accords signés entre Israël et le Vatican, 30 ans de négociations pour mettre fin à 2 millénaires d'incompréhension. Les inondations, des crues un petit peu partout, mais nouvelle menace, la météo n'est pas fameuse. Sophie Davant annonce des pluies abondantes sur les 3/4 de la France. Prévision à la fin de ce journal. Les anesthésistes obtiennent satisfaction. Un plan du gouvernement mis en route pour assurer plus de sécurité dans les blocs opératoires et notamment dans les salles de réveil. Paris-Dakar-Paris, demain l'Afrique. Les leaders, ce sont l'Arctique sur Citroën et l'Espagnol Steury sur KTM pour les motos. Bonsoir, et avant tout cela l'Algérie. Vous savez qu'il y a là-bas une guerre civile larvée entre les islamistes et le pouvoir. Aujourd'hui encore, au cimetière d'Al-Alia, à Alger donc, était enterré Youssef Septi, un écrivain assassiné mardi. Le 18e intellectuel tué par les islamistes, qui se sont fixés deux cibles en priorité, les intellectuels et les étrangers. Face à eux donc, le gouvernement algérien, qui ne reste pas inactif, il a mis sur pied des unités spéciales de la police pour combattre le terrorisme, les fameux ninjas. Nos envoyés spéciaux en Algérie, Véronique Tavo et Bruno Giraudon, ont pu suivre l'une de ces unités toute une journée. Reportage. Les Algériens les appellent les ninjas à cause de leur cagoule. Pour eux, c'est une protection, l'anonymat garanti. Tous sont volontaires et généralement très jeunes. Ils sont l'élite de la police, ce sont les unités républicaines de sécurité. Nous sommes à la périphérie d'Alger, entraînement intensif. Chaque jour, ces hommes répètent les mêmes gestes, les mêmes actions. Leur mission, assurer la protection de personnalités menacées ou celle des intérêts étrangers. Mission dangereuse aujourd'hui en Algérie. Cette année, 20 d'entre eux ont été tués dans des embuscades. Forces spéciales, ils viennent également renforcer l'action de l'armée ou celle de la police. Certains ne portent pas de cagoule, mais tous partagent le même engagement. Moi, j'ai choisi cette unité parce que j'aime l'action. Où, en temps actuel, le pays traverse une phase un peu décisive, difficile. Elle a besoin de ses hommes. C'est pour ça que j'ai choisi cette unité. Quand vous êtes sur le terrain en opération, vous avez peur parfois? Parfois, oui. Tout le monde a peur. Mais la question, c'est de combattre la peur. Si je sors à une opération, je sais qu'est-ce que j'ai formé et je sais la valeur de chaque homme que j'ai. Et vous pensez que la population vous reçoit bien? Absolument. On me reçoit très très bien parce qu'ils sont en sécurité. Et on meurt pour eux. C'est à cause de... C'est pour leur sécurité. Après l'entraînement, l'action sur le terrain. Aujourd'hui, pas d'opération spéciale, une simple patrouille dans les quartiers chauds et le centre-ville d'Alger. Dans leur 4x4 blanc, malgré leur cagoule et leur kalachnikov, ces hommes ont fini par se fondre dans le paysage quotidien. Ils sont là pour protéger, mais aussi pour rassurer. La nuit commence à tomber, une journée de plus, presque une journée de routine pour les hommes de cette unité d'élite. Dans quelques heures, le couvre-feu va entrer en vigueur ici à Alger. Eux sont là pour veiller. En France, libération très discrète à Dijon de Jean-Marie Villemain aujourd'hui. Condamné à 5 ans de détention après le meurtre de son cousin Bernard Laroche, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Au total, il aura effectué 35 mois de prison. Isabelle Staes, Hervé Pozzo. Jean-Marie Villemain sortira aujourd'hui de la maison d'arrêt de Dijon. Selon certaines sources, il serait déjà sorti de la prison dans la plus grande discrétion. Mais cette information n'a pas été confirmée. Ils ont le sourire amer. Malgré les heures de planque, ils n'ont rien vu. Et c'est vraisemblablement dans cette fourgonnette, sous les yeux des journalistes, que Jean-Marie Villemain est sorti de prison, caché à l'arrière, sous des cartons. Comme pour mieux tester la vigilance de la presse, le véhicule de service est entré par 2 fois ce matin. La 3e, vers 10 h, fut sans doute la bonne. Une libération en forme de fuite bien organisée. Depuis 3 jours, les surveillants gardaient le secret. Lui était au volant du véhicule ce matin, mais bien sûr, il ne sait rien, ne confirme rien.
Il faudra attendre 14 heures pour que la directrice de la maison d'arrêt se décide à parler. Une déclaration à vous faire, c'est que Jean-Marie Villemain a quitté la maison d'arrêt en exécution de la décision judiciaire prise par le juge de l'application des peines mardi et qu'il n'est plus sur Dijon à l'heure actuelle. À quelle heure? Je ne vous en dirai pas plus. Les questions fusent, le silence y répond, on n'en saura pas plus. Jean-Marie Villemain, lui, est déjà loin, laissant derrière lui 1058 jours de prison et une presse désabusée. Pour des raisons de sécurité, Jean-Marie Villemain avait souhaité que sa sortie de prison se fasse dans la plus grande discrétion. Cette discrétion qui ne fut guère d'usage dans cette affaire a cette fois-ci été respectée. C'est donc à l'abri des regards que Jean-Marie Villemain a quitté la maison d'arrêt afin de retrouver son épouse Christine et ses 2 enfants. Une retraite secrète qui met fin à une bataille médiatique et judiciaire qui aura duré plus de 9 ans. Le chauffeur routier polonais impliqué dans la catastrophe de l'A10 peut retourner dans son pays pour 3 semaines. Ainsi en a décidé la justice. L'accident de la Toussaint avait fait, je vous le rappelle, 15 morts et 45 blessés. Les explosifs des plages n'ont encore blessé personne, heureusement. Les gendarmes du Morbihan ont annoncé un peu vite hier un accident de cette nature. En fait, le blessé en question s'était électrocuté. Il n'empêche, les détonateurs continuent à arriver toujours sur les plages et les professionnels du tourisme commencent à s'inquiéter car tout le littoral est interdit de promenade. François Privat, Bertrand Michaud à l'île de Ré. Même en hiver, l'île de Ré reste le site touristique le plus fréquenté de Charente-Maritime. Cette année, les vacanciers sont plutôt frustrés de ne pouvoir accéder au littoral et se contentent de promenades sur les quais des petits ports. J'ai toute ma famille ici à ce moment et on ne peut pas vraiment aller sur les plages maintenant. Donc c'est dommage, quoi. On pensait aller à Belle-Île, vu que Belle-Île c'était interdit, on a décidé de venir à La Rochelle et puis c'est interdit jusqu'à l'Espagne, alors il n'est pas question qu'on aille plus bas, quoi. Je sais qu'ils ont commencé à déminer en Normandie et j'espère qu'ils vont se dépêcher de faire ça ici. Difficile de chiffrer la baisse de fréquentation, mais pour la plupart des commerçants de l'île, elle est relativement sensible. Ces conséquences sont dommageables pour notre activité touristique. Ça se traduit de quelle manière? Des annulations, des départs précipités. Les gens qui viennent en fin d'année, c'est justement pour s'oxygéner et profiter donc des promenades au bord de la mer. Et en plus, le long du littoral. Des détonateurs peuvent très bien réapparaître dans 6 mois, en pleine saison, sur les rivages, ce qui inquiète à la fois professionnels du tourisme et élus. C'est vrai qu'il y aura toujours un danger, parce qu'il y a bien 1 ou 2 détonateurs, ou 2 ou 3, qui se trouveront ensablés, enterrés, ou qu'on découvrira au moment des grandes marées, quand on ira à la pêche cet été. Pour l'instant, les vents du sud poussent les engins vers le large, en attendant la prochaine marée. Les inondations maintenant, la décrue est réelle, les eaux baissent un petit peu partout, mais ce n'est peut-être qu'un répit, car la météo est mauvaise, il va encore beaucoup pleuvoir dans les heures qui viennent. Valérie Gagé, le point tout de suite. Sur le marché des cours d'eau, la tendance était aujourd'hui à la stabilisation, avec une légère orientation à la baisse. Au nord, la Meuse a bien amorcé sa décrue, tout comme la Seine qui à Paris ce matin avait perdu 25 cm. Les niveaux de l'Aisne et de l'Oise se sont stabilisés, mais ces 2 rivières restent préoccupantes. À Creil, la crue a atteint son pic ce matin. L'Oise culminait à 6,06 m. Le niveau de l'eau devrait monter d'ailleurs de 15 cm cette nuit à hauteur de l'Isle-Adam et de Pontoise. Dernier cours d'eau sous surveillance, la Marne. 10 à 15 cm de pluie sont attendus cette nuit en amont de Paris. En Seine-Maritime, l'eau n'est pas montée autant que prévu. Mais la Seine atteignait tout de même 9,36 m à Rouen. Aucune maison n'a encore été évacuée dans cette région. Seuls quelques animaux ont dû être déplacés. La météo prévoit enfin de fortes pluies sur l'Alsace et la Lorraine. Ajoutées à la fonte des neiges, elles provoqueront samedi une remontée des cours d'eau. Là comme ailleurs, le réveillon risque d'être bien arrosé. Dans ce genre de catastrophe, ce sont toujours les plus démunis qui trinquent en premier. Exemple à Bennecourt, dans les Yvelines, Anne Guéry, Christophe Vignal, reportage. Depuis 4 ans, il vivait là, dans une caravane, bien malgré lui. Et aujourd'hui, c'est bien malgré lui qu'il quitte ce logement si précaire. Ce midi, c'est l'assistante sociale qui est venue nous voir pour nous dire qu'on partait. Qu'on partait et qu'ils nous relogeaient quelque part pour pas, si l'inondation venait, pour pas être pris au piège. Car le piège se referme de jour en jour autour de la caravane, et le piège, c'est la Seine. De plus en plus haute, de plus en plus large, qui menace ce camp appelé il y a 10 ans l'île aux loisirs.
Quelques mètres carrés de terre où tentent de vivre 200 familles, parfois sans travail, souvent sans argent. Alors, quand les gendarmes ou les pompiers leur demandent de quitter les lieux, la plupart refusent de laisser, le peu qu'il leur reste, un logement. Les craintes, c'est pas seulement l'eau, hein. C'est les gens qui vont profiter que tout le monde soit parti pour faire les mobil-homes, pour faire les caravanes. Il va y avoir des vols, ça s'est toujours vu et ça se verra encore. C'est pour ça, moi, ça me fait peur de partir, hein. J'ai pas envie qu'on vienne me dépouiller ma maison pendant que je serai hébergée ou soit chez ma belle-sœur, ou soit à la mairie. De toute façon, à la mairie, je vais pas, ça c'est clair. Pour l'instant, je vais laisser l'eau monter, j'ai des cuissards, j'ai tout ce qu'il faut pour rentrer chez moi. Donc... Le dernier relevé de 13 heures précisait que le niveau montait, certes, mais on s'attend à une montée un peu plus importante dans la nuit du 31 au 1er. Elles sont convaincues et elles s'en vont. Mais comme tous les autres, elles vivaient là bien malgré elles, et c'est bien malgré elles qu'elles reviendront après le plus fort de la crue. Les chiffres du chômage pour le mois de novembre, c'est encore une augmentation, mais elle est légère. Cette fois, 0,1% de hausse par rapport à octobre. Cela porte le nombre de demandeurs d'emploi à fin novembre à 3 285 000 précisément. En un an, l'augmentation a été de 11%. Accord à l'aube pour les retraites complémentaires. Il s'agissait de trouver un financement pour les pensions de ceux qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans. Ouf, un accord a été signé entre les partenaires sociaux. Donc les retraites seront versées sans amputation à partir du mois de janvier. En revanche, pour les salariés, cela bien sûr représente une nouvelle hausse des cotisations. Accord historique à Jérusalem entre Israël et le Vatican. Pour la première fois, le Saint-Siège reconnaît l'État hébreu. Des liens diplomatiques sont créés avec échange d'ambassadeurs dans 4 mois. Charles Anderlin, à Jérusalem, l'aboutissement. 2000 ans d'hostilité, de méfiance et aussi de persécution se sont terminés dans cette petite pièce du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Quelques signatures et des coupes de champagne. Cet accord a été conclu entre un petit État et un État encore plus petit, mais son impact dépasse les limites de la géographie. Il touche les cœurs de millions de Juifs et de plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde. Tout en faisant clairement la distinction entre les aspects religieux et politiques de l'accord, le Saint-Siège est convaincu que le dialogue et la coopération entre catholiques et juifs connaîtront à présent un nouvel élan. Pour les théologiens, juifs et catholiques, l'événement est fondamental. Le monde chrétien redécouvre l'hébreu. Et en redécouvrant l'hébreu, il redécouvre la source de sa propre foi. Et il redécouvre en même temps la nation hébraïque qui se restaure 2000 ans après sur le pays d'Israël. Et il a donc le début d'une ère, d'une époque très lourdement chargée d'optimisme pour l'avenir, pour l'universel humain d'ailleurs. C'est reconnaître que le peuple juif, tel qu'il se définit lui-même, a une valeur pour la vie chrétienne. Alors tel qu'il se définit lui-même, c'est-à-dire avec ce lien qu'il a avec la terre d'Israël. Seuls quelques dizaines d'Israéliens militants d'extrême droite ont manifesté contre l'accord avec le Vatican. Cette reconnaissance mutuelle est en fait l'aboutissement d'un long processus de rapprochement qui a commencé il y a plus d'une trentaine d'années. Un rapprochement compliqué qui succède en effet à 2000 ans de relations difficiles entre juifs et chrétiens. Dorothée Olyric, Bernard Lebrun, rappelle. Il est des pages d'histoire qui se tournent lentement. Il aura fallu des siècles et des siècles pour que juifs et catholiques commencent à se comprendre. Il aura fallu tout d'abord la visite d'un pape en Terre Sainte. C'était le 6 janvier 1964. Paul VI se rendait en pèlerinage à Jérusalem-Est, mais ce fut pour prier. Il ne prononça pas une seule fois le nom d'Israël. Un an après, coup de théâtre au Concile de Vatican II, l'Église catholique tend pour la première fois la main au peuple juif. On met fin aux stéréotypes, vous savez, le juif errant, cette image qui a été colportée par toute une littérature d'origine chrétienne, le peuple juif qui est un peuple déicide puisqu'il a tué Jésus, disait-on. On renonce à ce type de discours. C'est l'heure, croit-on, du rapprochement, mais c'est aussi le moment choisi par les Israéliens pour annexer Jérusalem-Ouest. Nous sommes en juin 67, les troupes de Moshe Dayan arrivent au mur des Lamentations et contrôlent tous les lieux saints. Il faudra encore attendre jusqu'en 1985 et la visite de Shimon Peres au pape Jean-Paul II pour que soit à l'ordre du jour la question de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux États.
À cette époque, le Vatican ose enfin prononcer le nom d'Israël sans pour autant parler reconnaissance. En 86, Jean-Paul II est le premier pape à visiter la synagogue de Rome et en 87, il se recueille sur le mémorial juif du camp de concentration de Majdanek en Pologne. Son discours d'alors au peuple juif: « Vous êtes nos frères aînés ». Yasser Arafat, déjà reçu par le pape en 82, revient au Vatican en 88, puis en 90. D'un côté des avancées, de l'autre des assurances, la diplomatie vaticane n'économise pas son soutien à la cause palestinienne. Il faudra une poignée de main historique entre Rabin et Arafat pour donner l'ultime coup d'accélérateur. À partir du moment où les Palestiniens eux-mêmes reconnaissaient l'État d'Israël, l'Église catholique, le Vatican, risquait d'être parmi les derniers à reconnaître l'État d'Israël. Les derniers parmi les irréductibles, c'est-à-dire la Syrie, le colonel Kadhafi en Libye et l'Irak de Saddam Hussein, et même l'Iran. Et le miracle de se produire enfin, hier au Vatican, juifs et catholiques mettaient la dernière virgule à cet accord. En retard, les religieux ne voulaient pas être en reste sur les politiques. D'extrême justesse, l'histoire retiendra bien 1993 comme l'année du dialogue. Et Henri Ting, que vous avez vu dans ce sujet, est l'auteur d'un livre récent, très complet, sur les relations entre juifs et catholiques. Ça s'appelle L'Étoile et la Croix, c'est publié chez Lattès. Direction Sarajevo maintenant, la ville qui s'éteint un peu plus chaque jour. Un siège moyenâgeux qui fait honte à tout l'Occident. Parmi les habitants qui souffrent le plus dans la capitale bosniaque, les personnes âgées. Nos envoyés spéciaux, Aubry Edler, Dominique Merlin et Jean-Baptiste Palassi, ont recueilli leurs témoignages. On peut avoir l'impression à Sarajevo de toujours voir les mêmes choses. Chaque coin de rue, chaque passant témoigne de l'effort, encore un, que fait la population pour survivre. Ici, dans une arrière-cour sur l'avenue rebaptisée Sniper Alley, on ne croise que des personnes âgées, ceux qui s'affaiblissent vite, ceux qui n'ont aucune chance de s'enfuir, ceux que les familles ont été obligées de laisser derrière elles. Ils sont 38 000 à Sarajevo à bénéficier d'une aide nouvelle en ce deuxième hiver. Chaque mois, l'AICF leur remet du lait en poudre et 1,5 kg de gâteaux secs, des biscuits anglais fabriqués en 1962, mais qui, paraît-il, se conservent très bien. L'aide est minime, insuffisante, et pourtant l'on se presse pour ne pas manquer ce petit quelque chose en plus. Zaïd et Charsina ont près de 75 ans. Leurs enfants ont réussi à s'enfuir. Tous les deux amputés d'une jambe, accident et maladie antérieure à la guerre, ils vivotent sans pouvoir sortir dans un appartement au 3e étage. Le couple reçoit une pension mensuelle de 14 francs, le mètre cube de bois se vendant en ville plus de 1200 francs. Alors dans cette pièce, impeccablement tenue, l'on perçoit presque palpable la faim, le froid et la détresse. Nous, au début, on ne voulait pas partir. De toute façon, on n'avait pas d'argent. Et puis, où aller? Il faut avoir des moyens pour s'en sortir. Et puis, avec nos béquilles, le mieux, c'est encore de rester chez nous. Mon mari a perdu 32 kilos. Moi, 20. On a tellement maigri. Et moi, j'ai les nerfs fragiles. Vous voyez bien. Nouvelle journée, nouvelle rencontre à Sarajevo, et toujours ce désespoir qui garde désormais un même visage, empli d'épuisement, de dignité aussi. J'ajoute que les 800 civils évacués de Sarajevo sont arrivés finalement en Croatie après 2 jours, plus de 2 jours même d'un voyage épuisant. Un autre groupe moins important était arrivé dès hier en Serbie. Le gouvernement américain va indemniser les victimes des expériences nucléaires américaines des années 50. À cette époque, des essais ont été pratiqués sur des handicapés mentaux, sur des femmes enceintes, sur des nouveau-nés ou encore sur des prisonniers. Des révélations faites au cours de ces derniers mois qui bouleversent l'Amérique. La seule justification de ces atrocités, c'est que les États-Unis étaient en pleine guerre froide et qu'à l'Est, ce n'était pas mieux. Patrick Esther. En 24 heures, des centaines de coups de téléphone sont déjà parvenus à ce standard. Des centaines d'appels de victimes qui espèrent enfin pouvoir être indemnisées. Du moins, celles qui ont survécu. Dwayne Sexton est mort de leucémie à l'âge de 7 ans, après avoir reçu des doses massives de radiation. Une expérience réalisée en 1960 avec l'accord du gouvernement américain. À la même période, dans cette école, une centaine d'enfants handicapés a été nourrie par des repas contaminés.
2 expériences destinées, selon les autorités, à savoir comment la population résisterait à un éventuel bombardement atomique des soviétiques. À cette époque, la psychose de la guerre froide semblait pouvoir tout justifier. Au total, plus de 800 expériences ont été effectuées, parfois sur des femmes enceintes ou encore des vieillards. Aujourd'hui, cette femme, le secrétaire d'État américain à l'énergie, ouvre les archives. Plus de 32 millions de pages de documents qui décrivent l'horreur. Il y a 40 ans déjà, des hauts fonctionnaires avaient pourtant protesté contre ce type de méthode comparable à celle des camps nazis. Mais rien n'avait pu abolir l'abominable secret. Aujourd'hui, l'Amérique reconnaît officiellement ses erreurs. Les victimes seront donc indemnisées. Mais la morale n'est pas sauve pour autant, même si à cette période de l'histoire, d'autres pays ont aussi mal agi. Les soviétiques, de leur côté, avaient fait exploser en septembre 1954 une bombe atomique sur une troupe de 45 000 soldats russes à des fins purement expérimentales. En 1984, l'Algérie a même accusé la France d'avoir utilisé des prisonniers algériens lors d'un tir nucléaire français à Regan, dans le Sahara. Information formellement démentie par Paris à l'époque. Enfin, cette protestation suisse vis-à-vis de la France, les Suisses ne sont pas contents parce que le ministère français des Affaires étrangères refuse l'extradition de 2 Iraniens. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat d'un opposant à Kopet, dans le canton de Vaud. C'était en 1990. Les anesthésistes arrêtent leur campagne contre le manque de sécurité dans les hôpitaux. Philippe Douste-Blazy, le ministre délégué à la Santé, a annoncé aujourd'hui un plan pour améliorer cette sécurité dans les blocs opératoires. Jean-Daniel Fzaké. À en croire les statistiques, cette salle de réveil est un luxe. Trop d'hôpitaux et de cliniques manquent en effet de telles structures. Et quand on sait que près d'un accident d'anesthésie sur 2 survient au réveil, on comprend que les anesthésistes se fâchent depuis quelque temps. Le ministre de la Santé les a semble-t-il entendus et annonce pour les semaines à venir un décret. Un décret qui prévoit que partout où on opère, il doit y avoir une salle de réveil. Nous allons donner 3 ans aux établissements hospitaliers pour rentrer dans ces normes. Si au bout de 3 ans, ils n'y sont pas rentrés, alors nous pourrons enlever leur autorisation à opérer. Autre disposition prévue, le regroupement des sites opératoires pour éviter que les anesthésistes fassent le grand écart entre plusieurs blocs éloignés. Et puis, on va rendre obligatoire également, à distance de l'opération, une consultation pré-anesthésique, avec pour but toujours la sécurité du malade. C'est une mesure indispensable. On a vu que de nombreux accidents d'anesthésie étaient dus à une mauvaise évaluation du malade en préopératoire, car un malade sur 2 n'est vu que le matin ou juste la veille au soir par anesthésiste, alors qu'il faudrait que ce même malade soit vu plusieurs jours avant par anesthésiste. Ces mesures nécessiteront des moyens supplémentaires en personnel et en locaux. Ce sera dur pour les hôpitaux publics, aux finances exsangues. Ce sera dur aussi pour certaines cliniques privées sous-équipées. Mais avec 4 millions d'anesthésies par an, il y a des sacrifices qui sont vraiment nécessaires. Vacances, voyages, 2 mots synonymes, et comme nous sommes en période de vacances, eh bien parlons justement des voyages. La mode est au transport par bus, c'est même la folie. Des milliers de jeunes vont ainsi visiter les capitales étrangères. En tête du hit-parade, Prague, en République tchèque. Alban Mikosi, Raymond Chaplard ont vécu l'aventure. Encore un virage, le 100 milliardième au moins. Dehors, il fait moins 7 degrés. Nous sommes en République tchèque, la lune se couche, nous pas. Il est 7 heures du matin. J'ai pas dormi une seconde, mais vraiment, je ne regrette rien. L'aventure a démarré hier à 19h30. Votre attention s'il vous plaît, les passagers à destination de Prague embarquent au quai numéro 11. Merci. Paris, Prague, en car, 1100 km, 14 heures de route, c'est long, mais c'est pas cher. Le moral au beau fixe en quittant la gare routière de Paris-Bagnolet. Le bus est plein, ambiance sympa, jeune, tendance pas beaucoup d'argent, mais des idées. Le Père Noël, c'est pas mon père. Et donc j'ai eu du mal à soutirer des fonds à mes parents aussi facilement que j'aurais pu avec le Père Noël. Donc en allant à l'agence de voyage, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai demandé le moins cher en définitive. Et puis la nuit, les kilomètres. Les villes succèdent aux villes, le long des bandes blanches qui défilent. Sandrine a longtemps hésité, mais l'avion pour Prague reste un luxe. Bien que les compagnies françaises fassent déjà des efforts pour être présentes sur le terrain. Le train est aussi 2 fois plus cher, dommage. La gare de Prague est l'une des plus belles au monde. Les autocars jouent la carte coût réduit et convivialité, atout gagnant auprès des jeunes. Et nous voici donc revenus au point de départ, je veux dire au bout de la route, au bout du rouleau.
Prague nous ouvre les bras, il est 10 h du matin et on oublie tout, la fatigue, les crampes, les courbatures. C'est à refaire, je leur ferai pour le prix, mais bon, c'est tout quoi. Mais le plus dur est passé. Ils sont 10 000 jeunes Français partis à la conquête de Prague pour le réveillon. Et il y a plus beau encore. Nous avons retrouvé à la gare une partie des jeunes qui ont voyagé avec nous. Dans le train, direction Cracovie. On est parti de Poitiers à 14 h hier après-midi et on arrive ce soir à Cracovie à 22 h 30, donc 32 heures le voyage. Tout cela pour de jolies polonaises. Quand on aime, c'est connu, on ne compte pas les kilomètres. Autre aventure, c'est Paris-Dakar. Demain, c'est l'Afrique pour les 250 véhicules. Il y avait 2 épreuves spéciales aujourd'hui au sud de l'Espagne. Pour les 4 roues, c'est l'équipage l'Arctic Perrin qui est en tête sur Citroën ZX. Pour les motos, c'est l'Espagnol Steury sur KTM. Mais tous n'ont pas été aussi brillants. Jean Mamère, Jean Cornu, incident, avatar, pénalisation. Première casquette en langage automobile de ce Paris-Dakar-Paris, c'est-à-dire première voiture sur le toit pour Dominique Ouzio et son coéquipier. Les spectateurs sympas l'aident à se remettre sur pied. Un petit tour de propriétaire et c'est reparti. Bizarrement, c'est le moral plus que le physique qui a pris et pas à cause de ce que vous pensez. Depuis hier soir, c'est de la folie, c'est infernal. Je pense qu'à la consommation d'huile, 1 litre au 100 sur l'autoroute, on n'est même pas encore en Afrique. On a déjà des problèmes à Bordeaux. Alors pour revenir à Paris, alors... Que dire alors de Thierry Magnaldi qui court, chaîne à la main, réparer son engin. L'un des grands favoris de l'épreuve moto est en panne après seulement quelques centaines de mètres. Il répare lui-même, il ne peut que regarder passer ses principaux rivaux. Il accuse un gros retard et a peut-être ainsi perdu le Dakar. On fait 5 km, la moto, il y a déjà un problème. Donc je veux dire, ou c'est un défaut de série de chaîne, ou sinon c'est que bon, le mécano a trop tendu la chaîne, j'en sais rien. Mais en plus, hier soir, je lui dis de me mettre le dérive chaîne dans la sacoche, il me met tout sauf le dérive chaîne. Donc il a fallu que je revienne ici en courant, me faire du bout du prologue jusqu'ici en courant, prendre un dérive chaîne, retourner, total 20 minutes quoi. Et peut-être plus. Les pénalités, Hubert Auriol les prend lui avec sérénité. Il est écopé de 5 minutes pour contrôle de passage attardé à Bordeaux. Il n'en continue pas moins son bonhomme de chemin, quelques bosses, mais surtout pas le chaos. Faut encore commencer vraiment là. Là, faut arriver de l'autre côté, après on verra. Et l'autre côté, c'est demain. Après les bus, après les voitures, après les motos, le train. L'équipe de Cargo 92, qui avait eu un très gros succès en Amérique du Sud, a cette fois pris le train en Colombie. Une parade spectacle triomphale qui va se terminer demain à Bogota. Gérard Dalmaz, Michel Levasseur, Tortillard. Chaud, chaud devant. Expresso colombien tassé. 1000 km, côte Caraïbes, Bogota, 11 étapes, 11 spectacles, dont Aracataca, nom qui claque comme une rafale. Pourtant, la patrie de Garça Marquez est un îlot de sérénité dans ce pays agité. 40 à l'ombre, la fièvre monte. L'Expresso del Hielo, le train de la glace, enfin en gare. 22 wagons de poésie, caravane gitane de bénévoles franco-colombiens, inventeurs de spectacles surréalistes. Dans ce pays très chaud, le passager d'honneur, c'est l'eau gelée, 150 tonnes. Quand je touche de la glace, raconte un gamin, ça me fait trembler le squelette. La nuit tropicale s'avance, la star aussi. Une créature grand guignol, du rêve sur rail. Roberto El Dragon. Depuis sa tournée Cargo 92, 17 pays d'Amérique latine, la Mano Negra se tourne vers les musiques métissées. Qui plus est, la Mano Negra a toujours la main heureuse pour trouver les bons musiciens. Mais le lendemain de la fiesta, est-on toujours aussi enthousiaste pour cette initiative colombienne soutenue par l'Association française d'action artistique? C'est un spectacle nouveau, intéressant à plusieurs points de vue.
La Colombie n'est connue que pour sa violence. Alors voilà enfin quelque chose de positif pour notre réputation. Bistrot de la gare, Aracataca, 5000 âmes, dont la plus grande, Gabriel García Márquez, dieu vivant de la Colombie, né dans ce coin perdu, l'ancien lieu du débarquement des Espagnols. Gabito aurait pu être le conducteur de l'Expresso del Hielo. Dans son livre 100 ans de solitude, Melquiades, le gitan alchimiste, fait découvrir la magie de la glace à la Colombie profonde, exactement sur ce cheminement déjà emprunté par les conquistadors et le libérateur Bolivar. Le cœur du froid dans le cœur du chaud. Ces deux informations, juste avant de terminer, nous venons d'en prendre connaissance. D'abord, un casque bleu français. Il a été blessé près de Sarajevo, mais ses jours ne sont pas en danger. C'est ce qu'on apprend auprès du CIRPA, le service d'information des armées. Et puis l'autre information, c'est que de nouvelles plages sont interdites ce soir à la promenade, avant le week-end de Nouvel An. En effet, ce sont les plages du département, de l'ouest du département de la Manche, c'est-à-dire en fait tout l'ouest du Cotentin. Les promeneurs ont encore découvert des détonateurs sur cette région de la France, donc toutes les plages de l'ouest du département de la Manche sont interdites. La météo dans un instant avec Sophie Davant, des pluies sur les 3/4 du pays, seule la Méditerranée aura du soleil. Ensuite un point route avec Valérie Maurice. La dernière édition du journal, ce sera vers minuit avec Philippe Lefebvre. Bonne soirée sur France 2 et à demain 20 h pour le dernier journal de l'année.